Bon, Donc Michel va nous présenter son bon, travail. alors moi je vous dis franchement que c'est la première fois que je dois présenter quelque chose qui normalement je le présentais il y a 37 ans, jour pour jour, puisque c'était au mois de juin que je terminais le DESS. Donc voilà. Donc vous imaginez qu'une vieille mémoire, elle est défaillante. Alors j'ai pris des notes, vous pourrez consulter ce que j'avais fait, puisqu'on me demandait de faire un mémoire. Et j'avais choisi de faire ce travail, ça m'avait intéressé, parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du rapport du mental et du corps. Pas assez. Parce que on se veut des purs esprits, bien souvent, on se spiritualise, mais quand même le corps et l'émotion, elle est à la lisière entre le corps et l'esprit. Donc l'émotion, c'est quelque chose de fondamental, puisque c'est quelque chose qui est dès le départ. Le nouveau-né, il exprime des émotions, et particulièrement son agressivité. Si vous lisez les œuvres de Mélanie Klein ou les œuvres de tous ceux qui se sont intéressés à la très petite enfance et surtout au stade préverbal, parce que je sais que vous êtes psychanalyste. Bon, moi je ne le suis pas. Je suis quelqu'un qui a étudié des mécanismes, qui a étudié tous les systèmes de défense, tout ça, mais en fait, je ne savais pas que je faisais des psychothérapies, mais comme j'aime les êtres humains, je les faisais comme faisait la prose, le bourgeois gentilhomme qui, en fait, il ne savait pas qu'il faisait de la prose. Et moi, je ne savais pas que je faisais des psychothérapies avec mes clientes dans la boutique et que j'avais le déroulement de leur vie. C'était incroyable d'ailleurs. J'ai eu des résultats inouïs. 5 personnes ont arrêté de fumer. Je les ai tellement... Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pour vous dire qu'il y a un miracle dans la parole. Et surtout, je crois à la bienveillance, ça fait beaucoup. Beaucoup. Alors donc j'avais fait... bon, j'avais pas trop d'idées du choix de mémoire qu'il fallait faire. Et puis, cette histoire d'émotion, ça me tracassait parce que je me disais qu'il y a des maladies qui surviennent et qui sont liées à des conflits émotionnels, des gens qui ont des choix à faire et qui sont là dans une stase. Ils peuvent ni fuir, ils ne peuvent pas agresser. Ils retournent sur eux l'agressivité qu'ils pourraient utiliser pour se sortir de leur conflit. Mais par contre, il y a surchauffe émotionnelle. C'est-à-dire, imaginez une voiture, vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur. La voiture, ça pose problème. Eh bien, souvent, nous sommes dans des situations où on peut pas, on doit subir. Et comme on doit être conforme et tout à fait acceptable, on n'exprime pas. Alors si vous alliez autrefois en Italie du Sud, quand les femmes avaient des problèmes, disons, de sexualité, de refoulement de la sexualité, elles se mettaient à danser la tarentelle, ça c'était comme si elles étaient piquées par une araignée, et elles dansaient jusqu'à épuisement. C'est ce qu'on fait en hôpital psychiatrique. Et parfois, quand vous avez des déprimés mélancoliques, on arrive à faire de l'agrimnie, c'est-à-dire qu'on les empêche de dormir. Et on les fait danser. Et alors, jusqu'à épuisement. Et ça, il semblerait que cette décharge émotionnelle va leur permettre de retrouver une homéostasie, c'est-à-dire un peu de paix. Disons, ce sont des techniques qui valent mieux que la coercition. Parce que moi, j'ai un cas clinique, c'est une femme écrivain, s'est suicidée d'ailleurs, Emma Santos. Vous pouvez retrouver ses œuvres chez Gallimard. C'est une femme étonnante, mais que la psychiatrie a tuée, littéralement. Ils l'ont eu, vraiment.
Donc, tous ces livres, c'est une provocation, comme font bien souvent les hystériques, qui sont très mal vus par les médecins, parce que c'est la tentative d'échec du maître, hein, comme on sait. Hein, mais alors ça, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, alors, excusez-moi, je vais peut-être reprendre des trucs. Alors, comme vous voyez ici, vous êtes dans la cave qui servait à la banque, qui était là, qui était un crédit agricole. Mais l'immeuble date de l'époque Louis XIII, quand on a construit la place des Vosges. Bon, l'historique, c'est simple. Je le disais à Stan, je lui disais que j'ai eu l'opportunité d'acheter ça au maître d'œuvre qui a réhabilité l'immeuble. Quand j'ai acheté en 98, l'immeuble était dans un état pitoyable comme c'était dans le quartier, presque tout. Donc évidemment, c'était plus accessible dans mes moyens. Parce que j'aurais jamais pu acheter dans le Marais si ça n'avait pas été pratiquement en très mauvais état. Donc ce maître d'œuvre s'était installé une garçonnière, parce qu'il habitait en province, et il faisait des réunions, je ne dirais pas bachiques, mais enfin, où il se défoulait pas mal. Voilà. Bon. Alors évidemment, tous les copropriétaires étaient furieux, seulement comme ils rendaient service à tout le monde. Bon, on tolérait. Mais moi, j'ai toujours toléré parce que j'en ai rien à faire. Du moment qu'ils sont heureux, c'est le principal. Bon, alors voilà pour la petite historique de ce local. Et bien, on va venir quand même au sujet. Donc, il ne faudra pas m'en vouloir parce que je n'ai pas trop l'habitude. Je fais des petites interventions, mais c'est difficile pour moi. Là. Mais comme je me sens à l'aise, parce que vous êtes là et je vous connais, donc, allez, hop. Alors, donc, c'est évident que vous êtes descendu par cet escalier, mais vous savez bien qu'il faut accompagner, en tant que psychanalyste, les gens qui osent aller vers la profondeur de leur inconscient. C'est pas facile, hein, parce qu'il surgissent des choses qu'on pensait avoir oubliées, refoulées, et puis c'est fait nos petits monstres qui viennent nous tirer les pieds. Alors, donc, et comme vous voyez, il y a une corde. J'ai fait mettre la corde comme ça. Et je me disais que c'est le rôle du psychanalyste d'être la corde, le filin qui permet à l'analysant de descendre plus bas. Parce que sans quoi c'est le vertige, c'est l'angoisse, c'est l'horrible. La vérité, ça vous explose à la figure. Parce que le propre de l'humain, c'est d'être capable de se dédoubler. C'est-à-dire dans des situations critiques, nous ne sommes plus là. Nous sommes... Alors, ce n'est pas de la schizophrénie, pas du tout. C'est un système de défense, parce que des situations sont tellement violentes que vous n'avez pas le choix. Et nous apprenons d'ailleurs la soumission. Nous apprenons des situations qui nous feraient beaucoup de troubles si on était conscient. Voilà. Alors, je voulais dire que, donc, comme vous êtes des psychanalystes, moi, je ne le suis pas, mais je le deviens puisque c'est 3 ans de psychanalyse dans le centre de l'institution de psychosomatique qui était créé par Pierre Marty et toute l'équipe, Fin, Soulet, Musant, et puis je ne sais plus qui encore, où ils se sont aperçus que de plus en plus, il y a des patients qui ne sont pas de simples névrosés. C'est-à-dire que pratiquement toutes les crises à la Charcot, là-bas, à Salpêtrière, les femmes qui se roulent par terre dans des positions quelquefois inconvenantes, c'est fini. Les femmes, elles se tiennent à leur place, elles sont sages comme des images, mais elles refoulent leurs émotions pour être bien acceptées dans la société, n'est-ce pas? Et c'est ce refoulement qui est là, c'est le nœud de toutes nos pathologies, c'est refoulement de l'agressivité, parce qu'il est pas,
de bon ton, de un bon coup de hein, à quelqu'un, parce que c'est pas pensable. Sinon, tout de suite, vous êtes tout de suite. Alors voilà. Alors évidemment, comme la violence fait peur, l'agressivité fait peur, alors que l'agressivité c'est quelque chose de très utile. Ça sert à se maintenir en vie. Parce que si on n'était pas agressif, si on n'avait pas de l'appétit, si on ne dévorait pas, on se laisserait mourir. Moi, je ne vous cache pas que j'ai fait une dépression grave. J'allais me laisser mourir. Parce que tout simplement, je n'arrivais plus à faire ce que j'aime, c'est-à-dire ça, la psychologie, la clinique. Ça me passionnait et que j'étais en rupture professionnelle, j'avais plus rien. Plus rien. Je m'étais désocialisée, voilà. Donc j'ai repris le dessus, un peu à cause de toi et de vous, parce que vous m'avez invitée, et je me suis rendu compte que j'avais aussi ma place. Parce que moi je pense que je suis borderline, donc j'ai des défenses hystériques, psychotiques, et je m'en sors comme je peux, tant bien que mal, mais c'est des choses à prévoir, parce que dans votre clientèle, vous aurez des gens qui auront des défenses qui vous surprendront, parce qu'il y a des moments où les gens ne sont plus dans le réel, ils sont dans l'imaginaire. Bon, mais tant que nous avons la parole, qu'on utilise le symbolique de la parole, moi je ne crois plus du tout aux idées de la folie d'autrefois, parce que les fous étaient tellement maltraités que moi je suis assez anti-psychiatrie. Hein. Vous savez, moi j'ai fait des stages par la force des choses. Dès la licence, on est confronté. Alors j'avais un prof qui nous disait, eh bien écoutez, il n'y a plus de problème pour vous, vous êtes vacciné. On vous a vacciné. Donc ce qui fait que vous décompenserez peut-être, mais pratiquement vous avez peu de chances de devenir fou. Mais d'autant plus que dans les hôpitaux, on médicalise. Et le professeur Laborite, lui, il a trouvé la solution avec la chlorpromazine. Ben, vous avez la camisole chimique, et puis on n'entend plus les hurlements, les crises d'agressivité. Et je me souviens du film que tu nous as passé. Oh, j'en étais malade de penser qu'une femme était restée 27 ans couchée, enchaînée, parce que elle avait eu une dépression après la naissance d'un enfant, mais la multitude de femmes qui ont des dépressions après l'accouchement. Moi, je lisais un article dans le quotidien du médecin. C'est incroyable ce que la maternité peut déglinguer une femme parfois, parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle a un enfant trop jeune, où elle n'est pas adaptée dans son développement psycho-affectif. C'est un poids, c'est comme si vous chargez un petit poney d'un poids de 100 kilos, on lui casse le dos, c'est pas possible. Alors, donc, je me disais que faire des études, c'est aussi une voie, c'est une voie royale aussi, pour comprendre les mécanismes, tout ce qui nous paraît surprenant, tout ce qui peut nous choquer, et que, comme pour la philosophie, ça vous amène à beaucoup d'indulgence et beaucoup d'humilité, parce que vous vous apercevez que, en potentiel, vous les avez toutes, ces pathologies. On les a tous. Ils sont dans des recoins, dans notre inconscient, mais qui ne nous fait pas faire des actes manqués, Moi, j'ai fait un acte manqué hier. J'avais rendez-vous chez l'oncologue. Vous ne croiriez pas. Je prends rendez-vous. J'ai totalement oublié. Je suis allée au marché faire mes courses. J'ai oublié que j'avais mon rendez-vous à 8h15 et un à 15h. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas savoir que s'il y avait quelque chose, parce que j'ai mal là en ce moment, je ne voulais pas. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. C'est terrible, les actes manqués. Moi, je ne faisais pas, parce que je suis plutôt psychosomatique. Donc, je n'arrivais pas à me représenter la maladie, même quand on m'a annoncé que j'avais ça.
j'ai pas eu d'émotion. Des femmes s'écroulent, pleurent, moi rien. J'ai demandé des informations, savoir comment on soigne le cancer du sein. Comme je ne trouvais pas de réponse, je suis allée acheter des bouquins pour essayer de comprendre ce que c'était. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que les médecins ne vous font pas participer. Quoique maintenant, ça change, parce que le patient est drôlement informé. À l'émission radio, Simès, là, malheur, Carrère d'Ancos, on sait tout de la maladie, tout, de la psychiatrie, il y a eu sur tout, sur les psychoses, sur les... Il faut vraiment être obtus pour ne pas vouloir s'informer, parce que c'est à portée de la main. Vous savez, des revues partout, et les médecins sont furieux, ils ne supportent pas ça. Bon, alors, j'essaye quand même de me rassembler mes idées. Donc, c'est sûr que je suis émue, et quand je suis émue, je parle beaucoup. C'est une manière de calmer mon angoisse. Voyez-vous, j'ai trouvé ce système. J'embête tous les gens. Mais il y en a eu une que j'ai connue, qui est comme ça, qui habite dans l'Est, dans les Vosges, je crois. C'est... Stéphane, enfin, bon, ça fait rien. Mais j'ai remarqué aussi, elle a ce parler précipité. Ah oui, je sais pas ce que tu veux dire. Oui. Voilà. D'origine italienne, Sonia. Voilà, c'est ça, Sonia, c'est ça. Voilà. Donc c'est un retour, donc, comme je vous le disais, il y a 37 ans, un retour du refoulé, parce que j'avais quand même mis sous cloche mon goût pour la psychologie, pour la psychanalyse. Tout ça, c'était sous une cloche, parce que je m'étais remis, il fallait gagner sa vie, et j'étais associée, et il fallait que je retourne. Mais ça me manquait. Donc là, vous m'avez permis de vous parler de ce qui m'intéressait beaucoup. Donc j'avais trouvé 5 cas cliniques péniblement, parce que, comme je vous l'ai dit, la partie hystérique, c'est très difficile à trouver dans les institutions, parce que vous aurez maintenant des comportements qui sont masqués. On ne peut plus tellement trouver vraiment les vrais hystériques, c'est très difficile. Mais, ceci dit, je me suis intéressée quand même aux symptômes de la conversion, parce que c'est pas innocent, tout d'un coup on va se retrouver, moi ça m'est arrivé quand je rédigeais un mémoire, je me suis retrouvée avec le bras paralysé, oui, je suis allée me faire des acupunctures, c'est revenu, c'était un médecin qui avait été torturé au Vietnam, un Vietnamien, et il m'a dit, vous avez des conflits familiaux. Oui, à ce moment-là, j'avais 5 raisons de me rappeler. Mais surtout, je voulais rédiger de toute force mon mémoire pour avoir un diplôme, pour pouvoir ensuite gagner ma vie différemment, ne plus être dans l'antiquité brocante. Voilà. Donc, le symptôme de conversion, c'est la particularité, comme vous le savez, vous n'avez pas de lésion. Tout d'un coup, vous n'y voyez plus, vous n'entendez plus. C'est tout le système nerveux, sensorimoteur, qui est impliqué. Donc, les patientes n'accèdent à la guérison que lorsqu'elles arrivent à parler, que les pulsions peuvent trouver des mots pour être dites. Alors, donc, il y a là-dessous, pour Freud, c'était évidemment des gros refoulements de la sexualité. Mais de nos jours, les filles, elles ne sont pas très refoulées. Elles commencent à faire l'amour à 14 ans, 15 ans maintenant. Donc, et par contre, l'agressivité, chez l'hystérique, il ne faut pas l'oublier, l'agressivité, ça existe. Et l'agressivité, ce n'est pas forcément la violence, c'est se donner les moyens de travailler, de foncer, d'être performant. Ça aussi, c'est aller vers, d'après l'étymologie. Donc, c'est sûr que cette agressivité, quand elle rencontre un obstacle, elle va se refluer sur la personne.
Et vous avez évidemment des phénomènes de dépression hystérique, très courante, que vous rencontrerez énormément. Ce n'est pas la dépression mélancolique, pas du tout. La dépression mélancolique, c'est un deuil qui ne peut plus se faire parce que, disons que l'agressivité se retrouve sur soi-même. Bon, mais vous avez étudié toujours les instances, le rôle du surmoi. Ça, tout ça, vous connaissez, on ne va pas en parler. Donc, j'avais intitulé ce mémoire-là, donc de l'hystérie à la maladie psychosomatique. J'étais partie de la thèse du professeur Brisset, vous savez, celui-là qui a écrit le gros dictionnaire et ça m'avait intéressée, parce qu'il s'agissait en fait du glissement, de l'enfouissement du symptôme dans le corps. C'est intéressant ça, parce que ça, on oublie que vous avez des réactions émotionnelles, vous rougissez, vous pâlissez, vous avez les mêmes moites, et il se passe dans l'émotion, mais quand l'émotion perdure sur trop de temps, par exemple, vous avez un conjoint qui vous agace au plus haut point, mais vous ne pouvez pas partir et vous ne pouvez pas l'agresser. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez une surcharge émotionnelle qui est refoulée à l'intérieur de soi-même. Bon, quelquefois ça arrive à se résoudre, le conflit s'aménage, on trouve un modus vivendi qui permet de s'accommoder, et vous avez des couples qui arrivent à survivre. Bon. Ce qui est une bonne chose, surtout quand il y a des enfants. Alors, bon, donc je vous parlais du refoulement des pulsions. Et ces pulsions, ce sont des forces. Et Grodek, si vous lisez Grodek, vous verrez que le ça, c'est quand même une force qui vous motive, qui vous pousse, qui vous fait aller. Voilà. Donc, et je parlais des fameuses fixations et des régressions. Et ça, vous allez en rencontrer. Dans votre cure, des régressions, le patient devient vraiment comme un enfant. Vous êtes un peu, comment dirais-je, une entité qui va l'écouter. Parce que la première des choses, c'est, pour un enfant, c'est d'être écouté. Et quant aux enfants qui sont dans la phase préverbale, c'est le contact. Le contact. Les enfants qui ont des mères qui ne sont pas câlines, qui sont très hygiéniques, hein, c'est-à-dire qu'ils vont veiller à la santé, mais qui ne savent pas jouer avec leur enfant. Eh bien, ces mères-là, peut-être parce qu'elles sont aussi en dépression, donc en inhibition de l'action, elles ne vont pas, et ça ne passe pas. Et l'enfant, dans sa période préverbale, reçoit des traumatismes, mais c'est énorme pour ce petit. Parce qu'il ne peut pas dire un mot sa souffrance. Il est dans une détresse. Tu parlais de Heidegger, c'est le Dasein. C'est-à-dire, tu es là, tu es une chose aplatie comme ça, et tu dépends totalement de l'autre. Et le problème, c'est la néothénie, c'est-à-dire qu'on est beaucoup trop précoce. C'est-à-dire qu'un poulain, il va se mettre à marcher, enfin à courir, peut-être même pas 1 heure après être sorti du ventre de sa mère, alors que nous, il faut des mois et des mois pour que le bébé... Moi, je suis arrière-grand-mère, j'ai une petite fille qui a maintenant 17 mois, elle galope. Mais il a fallu 17 mois pour qu'elle galope. Ton petit, là, c'est pareil. Donc, nous avons des traumatismes très précoces. Et ça, il faut comme psychanalyste... Et il faut lire beaucoup les œuvres d'Anna Freud, de Mélanie Klein. Ce petit bébé, c'est une boule d'agressivité capable de se mettre dans tous ses états, de hurler jusqu'à presque en suffoquer, parce qu'il n'a pas les mots pour le dire. Donc vous aurez des patients, vous n'arriverez pas facilement à leur tirer des rêves. Ils ne rêvent pas.
leur inconscient est cadenassé. Et vous vous direz, mais bon Dieu, il me produit rien là, qu'est-ce que c'est que ce patient? Mais il y a d'autres méthodes. Freud a rencontré ses patients. Et il s'est rendu compte que souvent, il faut réinjecter de la libido par le transfert. C'est-à-dire que le patient se sent, se sent reparenté, puisqu'il régresse. Et c'est ça le phénomène de la régression. Alors, ce n'est pas une régression psychotique, hein, loin de là, c'est une régression, c'est que... Alors, vous aurez des patients qui vont s'accrocher à vous. Alors, ça, c'est un peu embêtant, parce que c'est à la limite de la psychose, lorsqu'ils s'accrochent trop. Parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire de ces patients qui veulent vous téléphoner 10 fois par jour? C'est très difficile. Bon, je ne pense pas que vous en rencontrerez beaucoup, mais quand même, il y a une demande excessive. Enfin, donc là, moi, l'agressivité, ça c'est quelque chose de très important. Essayez de travailler le plus possible l'agressivité. Parce que vous aurez des gens qui retournent l'agressivité sur eux-mêmes et qui vont jusqu'au suicide. Parce qu'ils ne peuvent pas manifester leur comment dirais-je, pouvoir éliminer ce qui nous fait souffrir. On ne peut pas. La société ne vous permet pas d'aller donner un coup de poignard à quelqu'un parce que c'est impensable. Ou alors vous tombez sur c'est de la criminologie là, dans ce domaine-là. Donc vous voyez, il y a le problème de l'adaptation à notre monde moderne. Donc vous allez rencontrer, à mon avis, d'après ce que j'ai pu voir à la MGEN, où j'ai fait mes stages, j'ai fait un stage là-bas, vous allez rencontrer des instituteurs, enfin, moi j'ai rencontré des instituteurs, des professeurs, des gens qui, devant des élèves impossibles, ils retournaient sur eux toute leur agressivité parce qu'ils ne pouvaient pas. L'autorité n'était plus reconnue, c'est fini. Donc vous voyez, beaucoup de pathologies viennent de ça. Donc il faudrait travailler beaucoup sur l'agressivité. Donc là, j'avais pris, donc je reviens à mes petits bouts mais je veux pas, vous me dites quand il faut que j'arrête, hein, vous me le dites, hein, parce que je veux pas... Bon, alors, je ne pensais pas vous parler comme ça, parce que je croyais lire mon truc, et puis finalement, je vous parle comme si... C'est beaucoup mieux. Très, très bien. Continue comme ça, Michel. Aucun problème. Ton papier ne sert à rien. C'est pas ridicule. Pas du tout. Ton papier ne sert à rien. Non, parce que je me suis cassé la tête à tout résumer. Mais vous savez, je n'ai pas confiance en moi. J'ai l'impression que je ne vaux rien. Ça tombe bien, nous aussi. Enfin, moi, comme personne. Non, mais c'est affreux, cette sensation. Mais méfiez-vous. C'est que vous avez été éduqué à apprendre à ne valoir rien. Exactement, c'est ce que tu dis. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Et croyez-moi... C'est pour ça qu'on fait un club. Ouais, exactement. Exactement. Et qu'on est tous cousins. Voilà. Et qu'on est tous cousins. Voilà. Donc, je vous disais le titre. Alors là, je me reprends quand même un peu. Donc, évidemment, comme on le disait, la raréfaction des crises hystériques sensorimotrices, c'est fini, pratiquement. D'autant plus que vous allez rencontrer beaucoup plus de borderline, parce que ces gens-là, c'est souvent qu'il y a eu des défectuosités dans la petite enfance. Les mamans n'ont pas pu materner parce qu'elles avaient une vie professionnelle, et le bébé a besoin de s'accrocher. Nos ancêtres, il y avait des singes, vous savez, les réactions du Kraiking. Là, le bébé, quand il sort, il s'accroche, mais nous n'avons plus de poils. Alors évidemment, il ne peut plus s'accrocher à rien du tout. Et les mères souvent froides parce qu'elles sont fatiguées. Et elles ne répondent pas aux besoins, qui est un besoin exorbitant. Le bébé, c'est un être de besoin. Alors, voilà. Donc vous allez, à mon avis, rencontrer, sûrement vous les avez rencontrés, des gens qui ont des troubles du caractère,
des comportements aberrants qui vous paraîtront choquants. Ça va jusqu'à la délinquance, ça va jusqu'à des états dépressifs. Vous avez des douleurs rebelles. Moi, je suis perclue de douleurs. J'ai un kinésique qui vient essayer de me calmer, mais bon, j'ai des douleurs rebelles. Là, vous allez rencontrer des douleurs. Ils somatisent. Mais c'est le mal de notre époque. Hein. C'est que je vous dis, là, vous devez me supporter. Hein. Eh bien, peut-être que vous avez peut-être des réactions d'ébullition. Je fais de la taquicarde. Non, mais voilà. Bon, alors... Et puis peut-être que vous savez tout ça, en plus, ce qui est quand même... Bon, alors donc... Et ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui sont adaptées, hyper normales. Ah, ils sont bien, de bonne compagnie. Ils vous choqueront jamais, ils diront jamais une injure. Ils seront toujours d'accord, plus ou moins. Mais il y a du refoulement. Et allez, ça y va là-bas dedans. Ça y va. Et puis... Et bien évidemment, le surmoi, il s'hypertrophie. Le surmoi, il tape dur. Il est cruel, le surmoi. Il vous tape dessus. Hein? Bon, alors là-dessus, vous avez intériorisé dans votre surmoi tous les interdits. Vous avez intériorisé toutes les contraintes sociales. Et vous endossez tout ça. Et allez, et ça cogne. Donc ce sont des gens qui sont malades physiquement, mais ils ont l'esprit lucide. Alors donc, on ne peut pas les enfermer, c'est pas possible. Et il y a les psychanalystes qui, eux, font barrage. D'où la détestation que toutes les écoles de médecine qui utilisent les médicaments, parce que ça rapporte beaucoup à Big Pharma, et bien évidemment, voilà, on donne des antidépresseurs. Bon, ce qu'on oublie, c'est que ça crée des hallucinations. Le jour, ma mère, par exemple, elle prenait des benzodiazépines. Puis un beau jour, elle a eu un sevrage brutal. Elle s'est mise à... Mais en réalité, tout simplement, c'est écrit dans la notice. Risque d'hallucination. Non mais attendez, vous payez pour... Pas plus de 6 mois de consommation. C'est marqué dans les notices. 6 mois, pas plus de 6 mois. Pas plus de 6 mois. Sinon, avec des risques de troubles neurologiques, Alzheimer, etc. Et voilà. C'est marqué. Hein, et voilà. Et c'est écrit. Voilà. Alors, donc, ce ne sont pas des malades mentaux. Moi, je dis qu'ils ne sont pas. Tels qu'on pourrait les rencontrer dans les hôpitaux spécialisés. Mais ce sont souvent des personnes bien insérées dans la société. Des chefs d'entreprise, des gens... Mais alors, soit ils évacuent leur pulsion par des conduites pas toujours belles. Hein. Nous avons des violeurs, là maintenant ça pullule. Alors ils font des maladies psychosomatiques. Donc vous voyez, des médicaments. Alors donc, qu'est-ce que je disais ? Donc ils sont bien insérés, et voilà. Mais il y a de la souffrance. Mais alors, donc, je disais que toutes ces femmes-là que j'ai rencontrées là, si ça vous amuse, vous pouvez glisser un œil dessus. Toutes ces femmes, elles avaient des conflits. Et des conflits insolubles. Donc les voilà qui, fuyant des familles, se faisaient... mis sous la protection, parce que aussi, il faut le savoir, il y a des patients qui vont de leur plein gré dans les institutions pour être dorlotés, qu'ils croient. Seulement, il y a les médicaments. C'est dangereux, ça. Et donc, ils se font... Et puis après, au bout de 2 ans, ils sont finis. Hein. Je vous le dis tout de suite. Les médicaments ont fait leur travail. Bon. Pour les petites anxiétés, bon, d'accord, mais il faut, comme tu disais, que ça s'arrête. Bon. Alors, donc, toutes ces prolongations des états de crise, souvent d'ordre relationnel, hein, entre les relations entre les employés et les patrons, hein, favorisent des décompensations sur le plan physique. Voilà.
il est important de mettre en évidence le rôle donc de l'émotion. Et là, ça c'est très intéressant de tout le temps ne pas l'oublier. Et vous aurez des patients qui se mettent à pleurer. Et là, c'est une abréaction. Et ils sont bien. Ils repartent. Je vais vous dire que la décharge émotionnelle comme ça, vous avez rencontré des parents, des patients qui... Bon. Donc, il faut préciser que la nature des émotions qui ont été réprimées et qui ont entraîné l'apparition de la maladie psychosomatique, ce sont quoi? La peur. La peur. La peur, ça, c'est quelque chose d'archaïque. C'est quelque chose qui, au-delà... L'angoisse, c'est une chose, mais la peur, vous pouvez avoir peur même de... Alors, vous avez des hystériques qui sont phobiques, des gens qui sont phobiques. Donc, la colère. Ah ben, c'est moche une femme en colère. C'est une virago, c'est une harpie. Ben non, elles deviennent douces, agréables, de bonne compagnie, mais elles refoulent, quelquefois. Après, ben la culpabilité, alors les remords, là aussi, il ne faut pas l'oublier. On se reproche ceci et cela, et gna gna, et on arrive à être dans des états tellement pitoyables. Autrefois, il y avait la confession. Alors évidemment, vous avez la rédemption des péchés, tout ça. Ça passait, vous repartiez un peu allégé. Mais là, il n'y a que vous. Il n'y a que les psychanalystes qui peuvent recevoir des confessions quelquefois un peu ahurissantes. Les vieux démons, là-bas, dans l'inconscient, il y a des vieux démons, là-bas. Bon, alors, donc, ce qui est très, très intéressant, c'est la non-expression de ces émotions et qui sont très peu verbalisées. Donc, c'est parce qu'elles sont inconscientes, du fait du refoulement. Et c'est un fait de société. Alors, donc, on a la forme psychique, la forme gestuelle et comportementale, et la forme corporelle. Et ceci en fonction des prédispositions. Vous avez des familles qui sont des hyper-émotifs. Des familles qui passent leur temps à s'engueuler, à crier, à gesticuler, tout ça. Et ils déchargent leurs émotions comme ça. Hein. Et puis, vous avez des familles, rien ne se passe, pas de communication, chacun est dans son coin, replié sur soi, et puis voilà. Donc, et vous avez des personnalités qui sont colériques, qui sont craintives, qui sont phobiques, agressives, obsessionnelles, dépendantes, narcissiques. Vous avez tout dans la société, tout ça. Et même en vous-même, ça dépend des moments. Tout d'un coup, vous allez être narcissique, une autre fois, vous allez être phobique. Enfin bref, voilà, c'est tout un... On est un peu des caméléons. Hein. D'ailleurs, on disait qu'un hystérique est un caméléon. Alors le problème, c'est qu'il est sur un tapis écossais, comment il fait? Hein? Comment il fait? N'est-ce pas? Alors, tous les affects, y compris la joie, ont une action puissante sur notre système nerveux. Alors, vous avez le parasympathique et vous avez le sympathique. Vous avez des gens qui marchent essentiellement au sympathique, c'est-à-dire qui sont toujours prêts à agir. Et puis, vous avez ceux qui vont intérioriser les émotions, qui vont pleurer, le parasympathique. Donc, quelquefois, ils ont des refuges dans la spiritualité, dans la méditation, dans tout ça, ça les aide beaucoup. Moi, je pense que la méditation, ça peut faire quelque chose. Mais les tensions émotionnelles chroniques amènent d'abord des lésions fonctionnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir des colopathies, des ballonnements, des trucs, des gènes de toutes sortes, des oppressions thoraciques, des trucs. Mais ce n'est pas encore la lésion. Le problème, c'est qu'il y a un enfouissement qui se fait progressivement. Alors certaines névroses, comme la névrose obsessionnelle, ça peut s'accompagner de ritualisation de la vie. On range bien son livre comme ça, bien, on se sécurise comme ça, tu vois. Après,
Mais quand on inhibe leur ritualisation, ils se dépriment. Et l'activité motrice va se remplacer par une mentalisation, un ressassement, tout un ressassement de tout un tas. Ça vous arrive peut-être à ressasser des trucs. Enfin, ça c'est un peu obsessionnel. Voilà. Et ça vous en rencontrerez. Oh, merci beaucoup, que tu es gentil. Mais que tu es mignon. Oh, mais que tu es gentil. Merci. Parce que c'est vrai que j'ai soif. Rassurez-vous, j'ai très peu qui me reste. Voilà. Donc, moi je croyais que j'allais être clouée net, mais quand je suis en compagnie, où je me sens en confiance, là ça va. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui me regarde de travers, et là je suis paranoïaque. Tout de suite paranoïaque, immédiatement. Tout d'un coup je me dis, mon Dieu, je ne suis pas à la hauteur. Il me juge. C'est un poison, hein. Quand vous devez prendre la parole, c'est un poison ça. La peur, mais ça on l'a appris dans l'enfance, parce qu'on nous a dévalorisés, il ne faut pas l'oublier ça. Et qu'on nous a dit, tais-toi, tu ne comprends rien du tout, tu sais rien. Donc tout ça c'est resté dans votre tête. Alors, donc je parlais tout de suite donc, des régressions, ça il faut s'y attendre. Et des régressions, par exemple au stade oral, où vous allez avoir des toxicomanies, des gens qui ne vont pas arrêter de fumer, qui vont prendre des drogues, des médicaments licites, ça c'est licite, c'est une drogue licite. Vous avez des conduites de désordre alimentaire, tout ça c'est de l'oralité. Hein. Et puis vous avez des gens comme moi qui se mettent à parler tout d'un coup comme un flot. C'est oral tout ça. Donc tout ça vous allez le rencontrer. Donc je voulais quand même parler des concepts, mais vous avez certainement lu tout ça. Bon, mais c'est brief. Hein. Donc le refoulement des pulsions, donc c'est comme vous le savez, un processus de défense lorsque la satisfaction des pulsions, qui finissent par entraîne un conflit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je vous l'ai dit, mettre une claque à quelqu'un. Voilà, vous ne pouvez pas me claquer parce que je vous raconte des choses que vous savez déjà. Mais enfin, c'est toujours bien de faire le retour sur les connaissances et puis le partage des connaissances. Donc le moi renvoie dans l'inconscient les représentations correspondantes. Et il se produit un clivage qui a pu être appelé complexe. Hein. Jung nous parle de complexe, n'est-ce pas? C'est lui qui est très... Et ce qui est refoulé n'est pas détruit. Hein. Il ne faut pas l'oublier, hein. C'est toujours... ça peut réapparaître, transformé dans les rêves, les actes manqués, les lapsus et dans les symptômes névrotiques. Bon, tout le monde on sait ça. Donc, mais l'ennui, c'est que la névrose exige une dépense énergétique. Vous avez des gens qui sont fatigués par tout ça. C'est pour ça qu'il faut marcher, il faut y aller, il faut utiliser son corps pour un peu... Donc dépense énergétique, c'est-à-dire les contre-investissements. Voilà. D'où les troubles de mémoire, de l'attention et des inhibitions comportementales. Voilà. Le refoulement peut porter sur les pulsions agressives, et c'est là que c'est la clé du problème. Quant à la libido, donc la fameuse est d'origine sexuelle, bon, mais il paraît que maintenant les gens ils font plus l'amour, les jeunes ne le font plus, il y a une délibidinisation, parce que je crois que très jeunes, ils ont été saturés de pornographie, puisque accès aux tablettes et les gamins, ils savent tout, y compris les trucs tordus, les machins, pas possible. Hein. Mais oui, mais ils arrivent à l'âge adulte, ils n'ont rien à découvrir, c'est une catastrophe. C'est une illusion.
et que c'est réduire la sexualité au génital. Alors que la sexualité, c'est très large. Mais bien sûr. Ça va de la tendresse au regard, la peau, la sensualité, et tout ça est occulté. Mais donc il y a du refoulement en fait de la sexualité. On est toujours dedans, paradoxalement. Oui, exact. Encore plus peut-être qu'au Xe siècle. Je suis d'accord avec toi. Mais la peau. Alors moi, je vais vous dire, de temps en temps, je vais chez une masseuse chinoise qui me remet tout mon. Un jour, j'avais eu une nouvelle épouvantable. J'étais allée à Curie, ils me disent il faut opérer. J'étais en larmes, je descendais comme ça, puis je vois massage oriental là. Oh, je rentre. Je tombe sur une jeune femme court-vêtue. Je me suis dit. Oh. Mais oui, mais il y a écrit une pancarte. Avec attention, nos masseuses ne doivent pas faire, sinon elles sont renvoyées. C'était clair et net. Bon, mais moi, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'est un massage de mon dos. Donc, elle m'a entrepris mon dos, mais je suis repartie. J'étais en pleine forme, alors qu'on m'annonçait qu'il fallait opérer. Donc, je vous dis, massage chinois, 45 € pour 1 heure. 45 €, peu cher, hein. Ou votre femme, ou votre copine, ou votre soeur, ou votre... J'avais une étudiante coréenne qui louait une petite pièce chez moi. La première fois, elle me dit « Madame, j'arrivais du travail, j'étais fatiguée. » Elle me dit « Madame, je vais vous faire un massage. » Oh, je dis « Non, mais non, je n'aime pas les choses. Elle est ma locataire, je vais pas la mettre au travail. » Et puis je me suis dit, on ne sait jamais, ça pourrait me réveiller des pulsions. Mais elle me dit, mais vous savez, chez nous, quand le papa rentre ou la maman, qui sont fatigués, les enfants massent leurs parents. Moi, j'ignorais ça. Mais j'ai quand même refusé parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des glissements. Je sentais que j'aurais pu être peut-être très faible. D'autant plus qu'on est tous plus ou moins bisexuels. Bon. D'ailleurs, je vous signale que j'ai un livre sur la bisexualité et Freud. Il vient d'apprendre qu'il est bisexuel. Ah non, mais attends. Tiens, bois. Tu vas t'en remettre. C'est pas dangereux. À la bisexualité. Ah ben, il en a parlé largement. Moi, je disais que tout simplement que nous avons un cerveau qui reçoit des hormones mâles et des hormones femelles, et qu'une femme peut avoir des pensées masculines et une fille, un homme, des pensées féminines. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient bien être enceintes. Ils aimeraient bien. Oui, dans certains pays, ils font de la couvade. Et alors, ils font par personne interposée maintenant. Ils font. Dans beaucoup de tribus, il y a des mythologies qui expliquent que les hommes s'accaparent le pouvoir des femmes pour pouvoir enfanter. Donc, on crée des initiations pour ça. Donc, c'est une complexité. Et du coup, pour être un homme, il faut coucher avec un homme. Voilà. Mais Frédéric a une culture. Barouilla, c'est comme ça. Je veux dire, un jeune homme de 12-13 ans, il doit faire l'amour à un homme plus âgé pour pouvoir accéder au rang d'homme. C'est ça. Parce qu'il y a une histoire que, à l'origine, les femmes avaient le pouvoir d'enfantement, mais les hommes, avec beaucoup de subtilité, ont piqué ce pouvoir-là, et donc c'est eux qui ont le sceptre, et du coup c'est eux qui ont le pouvoir d'enfantement. Donc pour ça, il faut pouvoir simuler les choses. Je termine très vite. Donc voilà. Donc nous voyons des troubles du caractère et du comportement, puisque c'est des manières, des prises de risques, voilà. Et donc je vais renvoyer, donc et voilà, on arrive, voilà, fini, bientôt, terminé. Bon, les régressions, on en a parlé. Alors là, l'hystérique, devant un deuil, ça vous rencontrerez des hystériques qui ont malheureusement des pertes du compagnon, des parents ou de je ne sais pas quoi. Le désir ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, c'est fini. La libido, parce que l'hystérique ne retrouve plus
disons, pour compenser ce deuil, c'est-à-dire la douleur n'est pas liée au deuil, mais au travail psychique qui accompagne le deuil. Le travail. C'est quoi? C'est une torture, hein, le travail. Hein, Et l'hystérique peut souffrir de ne pas trouver un autre lien identique à celui qu'elle a perdu. Sa demande d'amour est une demande d'amour insatisfait. C'est pourquoi souvent l'hystérique va provoquer pour mieux décevoir. Souvent. Alors, le deuxième concept clé des théories psychosomatiques, pour Jean-Paul Sartre, l'émotion a une finalité. Les existentialistes, n'est-ce pas? Mais c'est une conduite inférieure, du fait que c'est un retour au circuit neuronal primitif, celui du petit enfant. La colère et la peur seraient des conduites d'échec. Ce seraient des réactions émotionnelles, d'où leur retentissement sur le corps. Alors les affects, les sentiments, le chagrin, joie, colère, etc. Ensuite, deuxièmement, les manifestations neurovégétatives, le rougissement, on se pâlit, les tachycardies, les problèmes de la vessie, et vous avez aussi même les problèmes intestinaux, des colites. Alors, et troisièmement, vous avez les manifestations, donc les expressions du visage, et même du corps, c'est-à-dire que des gestuels, bon, nous dans le midi on parle avec les mains, hein, c'est comme ça, j'ai du mal moi à garder ma main. Alors, donc, et le problème, et il est là, c'est que l'émotion, qui est un bouleversement affectif, mais c'est aussi un bouleversement organique. Donc ça a un but adaptatif. Elle peut avoir été acquise par réaction à des événements. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous aurez des conduites émotionnelles. C'est vrai. Et ça survient au cours de notre vie. Alors, et là j'ai fini. Toute situation émouvante et prolongée constitue une agression contre l'organisme. Plus ça dure, plus c'est grave. Et elle doit être vécue comme telle et exprimée, c'est-à-dire déchargée par la parole, l'activité, sinon elle est refoulée. La pathologie commence avec une sorte de glissement progressif, et là je reviens sur la thèse de Brisset, hein, un glissement progressif des affects qui s'intériorise. Au premièrement, stade de refoulement, hystérie manifeste, crise. Deuxièmement, les crises de somatisation hystéro-anxieuse, les troubles fonctionnels, l'angoisse flottante. Troisième stade, toujours, ça descend. Organisation hystéro-psychosomatique, troubles fonctionnels, douleurs chroniques, etc. Et au dernier stade, somatisation complète, maladie psychosomatique. Voilà. Donc, il y a donc des degrés de gravité croissants. Cela aboutirait à l'impossibilité d'avoir des émotions. L'inconscient serait cadenassé, sans communication avec la conscience. Et c'est vous, les psychanalystes, ne les rejetez pas, parce que vous arriverez à les re-hystériser, ce qui sera une très bonne chose, parce qu'il faut qu'ils redeviennent capables de rejoindre la réaction, de l'émotion. Voilà. Et là, j'ai encore... Ce serait devenu... Ils finissent par avoir une pensée opératoire. C'est-à-dire qu'ils sont dans le factuel. Ils ne vous raconteront pas leurs fantasmes. Ils sont dans le factuel, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est ennuyeux, comme c'est pas possible. Mais il faut les amener à les sortir, les émotions. Alors, la difficulté avec ce type d'analysant, c'est la rareté des rêves, des fantasmes, d'où les risques de passage à l'acte. Ces patients sont difficiles. Ça, je vous préviens, c'est très difficile. Cependant, vous aurez quand même un bon transfert, contre-transfert, parce qu'ils sont attendrissants, parce que en fait, ils ont la maladie du nouveau-né. Il y a un très très bon article dans la revue de psychosomatique, par hasard j'ai trouvé ça dans une bouquiniste, et on explique le cancer, la survenue du cancer. C'est que, en fait, ce sont des gens qui ils sont restés au stade du Dasein,
c'est-à-dire qui sont dans la détresse la plus absolue. Tout a été déprogrammé dans leurs cellules. Et ils ont des cellules déjà tout petites qui les amènera à la mort. Alors, donc là, vous voyez, j'ai 3 pages. Voilà, risque de passage à l'acte. Car ils n'ont pas le fonctionnement habituel des systèmes de défense névrotiques. Il n'y a pas de parexcitation. Ils reçoivent le choc comme ça. Et si vous lisez Balint, normalement la maman sert de parexcitation. Elle amène le calme, ne serait-ce que par le contact physique. Le monde moderne nécessite une adaptation et une conformité à un type humain idéal qui fait que l'individu dérive ses affects directement dans la voie somatique. Voilà. Il n'a plus les mots pour le dire, vous voyez. Le fait d'entreprendre une cure psychanalytique avec l'émergence d'un discours pouvant éventuellement aboutir au récit d'une vie, et on conseille beaucoup, et Lacan disait, écrivez, faites votre journal, écrivez. Se débarrasser aussi comme ça. Donc, au récit d'une vie permet un mode d'action. Donc, vous agissez quand vous écrivez, vous agissez. Car parler, c'est agir. Et il faut avoir des mots pour dire une souffrance. Et la parole peut guérir, comment vous le savez. Voilà. Et donc, il y a des résurrections. Lazare, si vous êtes un peu chrétien, là, il y a 3 résurrections. C'est Lazare, qui était un ami, mais qui avait projeté un amour narcissique sur le Christ. Il y a la fille de Naïm, je crois, qui, elle, subissait la convoitise de son père et qui préférait se laisser glisser vers la mort. Et le 3e, c'était un fils aussi. Là aussi, il y avait un problème de rapport au père, j'ai oublié. Mais c'est très intéressant de retrouver dans les textes sacrés, vous allez retrouver des justifications que l'analyste, le psychanalyste peut faire recirculer la libido. Lui, il m'a fait recirculer la libido. Pourquoi ? Parce que il m'a dit, mais tu n'as qu'à venir nous faire ton truc. Moi, je me suis dit, oh, je suis incapable. J'ai sué sang et eau pour écrire ces trucs. Mais en réalité, je me suis aperçue que j'avais envie de vous donner, de communiquer. C'est fort curieux, ça. Tu te rends compte ? La magie d'être ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai dit ce que je pouvais dire. Mais si vous avez une question...